Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo sur mes découvertes du mois. Comme le disait si bien Dédé des colocs, dehors novembre, et on approche bientôt de décembre. Mon mois de novembre a été frénétique. Pour vrai, ça a passé à une vitesse folle, comme mon mois d'octobre. J'ai pas eu le temps beaucoup de lire ce que je souhaitais lire. Mais j'ai tout de même pris le temps pour moi, en fait, de mettre à l'écrit certains ouvrages qui ont marqué mon mois de novembre. Ainsi, pour cette fois-ci, ce sera un top 5 et dont un top 10. Comme je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo, mes tops vont s'échelonner sur différents numéros selon le temps que j'ai pour y mettre. Et, euh, et vraiment, c'est ça. Novembre a été comme assez fou, beaucoup à cause d'horreur liminale, mais aussi à cause d'enregistrements, de rencontres, d'échanges, de parties, justement. Mais c'est tout de même important pour moi de prendre le temps de vous présenter quelques petits ouvrages, des petites gammes, des suppléments et tout ça qui ont marqué les dernières semaines. Et cette fois-ci, j'en ai quelques-uns en plus en physique. J'ai reçu quelques ouvrages version physique que j'ai eu le temps de lire et qui ont été, ma foi, assez délicieux à dévorer de A à Z. Et encore une fois, du français, de l'anglais, comme le veut les habitudes de mon pays bilingue. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec le numéro 5. Il s'agit de The Dream Shrine de l'excellent Brad Care. The Dream Shrine, je l'ai ici dans mes mains. Si jamais vous regardez la vidéo plutôt que de l'écouter en format balado, avec une belle couverture mauve, avec des illustrations sublimes de Skull Fungus, qui est un illustrateur qui fait de plus en plus sa place dans le milieu du jeu de rôle. Et Brad Care, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que c'est l'auteur de l'excellent Demon Driven to the Maw, qui est une aventure dont j'ai fait mention à plusieurs reprises dans différentes vidéos, qu'on a même animé sur la chaîne avec Kim et Steven. Et c'est un auteur qui me marque beaucoup parce que ses aventures sont souvent dans des endroits qui sont limités, très clos, des fois des très old school. Bien sûr, il est dans le genre old school, mais il va souvent avoir une délimitation, comme dans, exemple dans Demon Driven to the Maw, c'était une espèce de manoir qu'il fallait explorer. Et dans The Dream Shrine, eh bien, c'est le monde des rêves, bien entendu. Et je vais vous faire le petit synopsis rapide. Là. Tu te réveilles dans un lit, sur une plateforme en bambou, sur le dos d'un mammouth laineux de 90 mètres de haut. Un ciel rose et un désert orange t'entourent. Des ballons en forme d'éléphant dérivent paresseusement d'un trou dans le dos du mammouth. Entre dans le temple des rêves, maîtrise ses défis, échappe-toi avec ta vie, accroche-toi à tes dents. Le Temple des Rêves est un module d'aventure compact de style, un peu à la manière d'un escape room dans le monde onirique. Vous rentrez dans le monde onirique et votre objectif, c'est d'en sortir. C'est compatible avec Old School Essential, donc OSE, mais bien sûr aussi également Cairn. Donc à partir du moment où vous jouez à une aventure OSR, fantasy assez minimaliste, ou vraiment à la base de ce que pouvait être D&D à ses débuts, eh bien vous pouvez sans problème adapter The Dream Shrine à votre système préféré. Et comme je l'ai mentionné, illustré par Skull Fungus qui a fait Isles of X et Down Out of the Dredgeberg, il me semble que ça s'appelle. Et c'est très simple. En fait, pour vrai, ça demeure que c'est un chemin à suivre quand même. Il y a plusieurs possibilités. La carte, elle est présentée de façon minimaliste. J'aime ça quand ils présentent des cartes comme ça parce qu'ils vont pas nécessairement se casser la tête à vouloir créer une espèce de topographie ou une géographie un peu logique dans laquelle les personnages peuvent vraiment comprendre où est-ce qu'ils s'enlignent. Il y a une première page qui va présenter vraiment comme en soi le escape room du monde des rêves, en quelque sorte, la chambre d'évasion du monde des rêves. Mais le reste de la partie, ou plutôt le reste de l'aventure, va toujours avoir des petites colonnes qui vont afficher un simple petit décor numéroté, des petits carrés numérotés de 1 à 10, et sont coloriés à l'endroit où les joueurs se trouvent à ce moment-là. Et super simple, vraiment efficace. Je vois de plus en plus de personnes qui utilisent cette technique-là pour justement juste expliquer un peu les zones dans lesquelles ils se trouvent, et ils sont très... ils vont vraiment jouer sur le théâtre de l'esprit plus que sur une délimitation précise du territoire avec des zones et des distances à respecter. Point bonus, il y a une petite aventure à la fin. Il y a une petite aventure bonus. J'aime ça, des petites aventures bonus comme ça dans les aventures, dans des modules. Je vois souvent ça dans DCC, un peu moins dans d'autres jeux. Et à la toute fin, il y a Forest for the Trees, qui est une petite aventure boisée
qui n'a pas vraiment de lien avec le reste du module. Mais The Dream Shrine, c'est une belle aventure très onirique, très surréaliste. On est dans du OSR, mais on est très loin du classique Dungeon Crawl où est-ce qu'on va explorer un donjon humide et pouvoir combattre des gobelins. Là. Les monstres et les créatures sont très, très, très différentes. Mais en même temps, il y a un petit côté horrifique. Et en particulier une créature que je ne vais pas nécessairement vous présenter parce que j'ai le goût de vous laisser la surprise si jamais ça vous intéresse ce type de module-là. Mais il se nomme The Tooth Gobbler. Donc c'est une espèce de monstre, un genre de clown avec un visage très déformé qui peut rappeler presque un crocodile ou un alligator. Vraiment un très chouette module pour faire changer le mal de place et pour un peu renouveler l'expérience de l'OSR dans une mise en contexte qu'on voyait moins peut-être à une autre époque. Donc, The Dream Shrine de Brad Care et Skull Fungus. On continue avec le numéro 4, il s'agit de Bubble Gum Shoe. J'ai eu le plaisir de jeter un coup d'œil au PDF de la traduction française de Bubble Gum Shoe fait par l'équipe de Aux Portes de l'Imaginaire. La version anglaise est est produite par Evil Hat Production, qui sont connus pour plusieurs jeux, surtout carburés par le PBTA, mais ils ont fait Bubble Gum Shoe qui fonctionne, lui, avec le Gumshoe System. C'est un jeu d'enquête qui propose de jouer des ados, et plus précisément des apprentis détectives, des journalistes du journal, du collège, ou de simples curieuses et curieux dans notre monde moderne, sans aucune trace de fantastique ou de surnaturel. Parce que oui, à la base, dans ce jeu-là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de choses étranges qui vont se dérouler, il y a des mystères. Le décor est simplement le quotidien, après tout. C'est bien suffisant pour être le théâtre de tout un tas de mystères allant du vol de vélo de votre meilleur ami jusqu'aux terribles crimes pour lesquels les autorités trouvent trop rapidement le coupable idéal, alors que c'est possiblement pas lui. Bubble Gum Shoe, c'est un jeu. Bubble Gum Shoe, hey, ça se dit tellement bien ce mot-là. Là. C'est un jeu de rôle basé sur le moteur Gumshoe qui est déjà connu en France avec, par exemple, The Fall of Delta Green, que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ou encore Exo-Terroriste, ou même Trail of Toulouse. Ça a été créé à la base par Robin D. Law. Ce moteur de jeu permet vraiment en quelque sorte, de s'affranchir de la problématique du hasard pour la collecte de preuves et d'indices lors d'une enquête. C'est vraiment, l'enquête est au cœur du jeu. En fait, l'enquête est au cœur du système qui était justement qui a eu plein de dérivés avec d'autres modules, d'autres styles de jeu. Là, on est dans des ados qui enquêtent, mais ça peut être justement du Toulouse classique, ça peut être du médiéval fantastique avec Serpentine. Comment ça s'appelle ce jeu-là déjà? J'ai comme un blanc dans le nom, mais c'est vraiment une aventure, un jeu médiéval fantastique, un peu à la D&D urbaine où vous enquêtez dans une grande ville, mais ça demeure que l'objectif c'est de pousser les personnages à avoir des hypothèses, à mettre en lien des indices, à vérifier des alibis et pas seulement lancer des dés pour trouver l'ultime aide de jeu indispensable à l'évolution de l'histoire. Sans trop rentrer dans les détails sur les mécaniques liées à la recherche d'indices dans un système Gumshoe, en gros, si vous avez la capacité pour trouver l'indice parce que vous êtes outillé dans le sujet auquel l'indice se rapporte, eh bien, vous allez pouvoir le lier à l'histoire, le trouver et le lier à l'histoire. Il y a souvent une mécanique de dépense de points alignée avec une réserve qui est commune pour pouvoir justement trouver des indices plus complexes ou pour apporter certains avantages dans une situation précise. Mais tout de même, il y a quand même des capacités générales durant lesquelles, dans le fond, les personnages doivent lancer des dés pour déterminer la réussite de l'action qui est entreprise. Mais bien sûr, avec toujours la possibilité de miser certains points de cette réserve-là pour assurer un certain succès. Le système de jeu en soi, il est très simple, c'est vraiment très fluide, avec une mécanique de D6 bien de base. Il n'y a rien qui va vous surprendre, mais c'est plus un peu l'espèce de gestion, prise de risque, à quel point est-ce qu'on veut dépenser des points de la réserve, est-ce qu'on en dépense trop, est-ce qu'on en dépense pas assez, et vraiment pousser plus une réflexion sur l'échange entre les personnages et aussi la collaboration, parce que souvent, les personnages doivent s'aider entre eux pour pouvoir accomplir ou réussir certaines actions. J'avais déjà abordé le système Gumshoe juste avant à ma lecture du jeu La chute de Delta Green que j'ai présenté sur la chaîne, et je dois avouer qu'aux premiers abords, du moins dans La chute de Delta Green, le système ne me réchauffait pas plus que ça. Ça ne venait pas titiller mon cœur de rôliste, mais à mesure de l'explorer, à mesure de le voir sur différentes variantes, comme dans Bubble Gum Shoe par exemple, ou encore, j'ai pas de bon sens, j'ai mis blanc aujourd'hui pour des jeux de Gumshoe alors qu'il y en a plein, mais j'en ai lu quelques autres depuis.
dont Bubblegum Shoe, et je commence à y déceler certains éléments charmants que je peux un peu retrouver dans le style de jeu d'enquête. Un jeu d'enquête qui, moi, à la base, je suis beaucoup tourné sur, on va dire justement, la résolution de conflits ou même la découverte d'indices via des lancers de dés, mais de vouloir retirer cet aspect-là un peu pour les indices et plus prioriser, si on veut, une dépense rusée ou une dépense stratégique de réserve de points et de réflexion personnelle et commune pour pouvoir dénicher les indices nécessaires, je commence à trouver ça plus intéressant. Je commence à avoir une certaine ouverture et je me dis que j'aimerais ça explorer davantage ce style de jeu-là et en fait en animer aussi un peu plus pour un peu voir comment est-ce que je peux m'adapter à ce genre d'enquête-là, alors que tout de même, on s'entend, si on n'est pas habitué à ce modèle de jeu-là, on peut être vraiment ancré dans notre façon de faire qui demeure répétée et, on va dire, utilisée depuis plusieurs années. C'est un peu comme, je fais vraiment une parenthèse, là, mais c'est un peu comme les livres, par exemple, de Gauntlet, là, Brindlewood Bay, présenté par Gulix, entre autres, là, traduit par Gulix, Brindlewood Bay ou même encore Public Access, ce sont des jeux qui vont avoir une toute autre approche sur la résolution des mystères ou la résolution des enquêtes via, on va dire, une création commune et des hypothèses des personnages pour éventuellement dévoiler que on va dire, la finalité de l'enquête en soi, eh bien, elle n'est pas décidée d'avance. Au début de la partie, le meneur de jeu ne sait pas vraiment qui est le coupable du mystère en cours, et c'est via les hypothèses des personnages et des idées qui sont lancées qui permettent à la fin de découvrir vraiment qui est, on va dire, derrière le masque de la créature. Et ça, à la base, c'est vraiment quelque chose qui me... j'étais comme vraiment pas sûr, mais un peu comme Bubblegum Shoe, qui a aussi sa propre manière de faire, comme le système Gumshoe qui utilise sa mécanique à lui. Tranquillement, pas vite, je commence à me laisser charmer, mais c'est comme difficile de m'enlever de mes habitudes. De mes années. On va dire mes habitudes de mes fameux, tu sais, mes nombreuses années dans l'appel de Cthulhu, mes nombreuses années à vouloir rester dans un modèle assez classique. Et je serais curieux, vous, de votre côté, de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà testé le système Gumshoe? Est-ce que vous avez aussi déjà testé un système plus orienté sur une création de mystère et une résolution de mystère qui va se faire à mesure que l'enquête se fait, comme on peut le voir dans Brindlewood Bay? Je serais curieux de savoir, vous, c'est quoi votre meilleur modèle? C'est quoi votre meilleur outil pour une résolution d'enquête, une résolution de mystère? Mais revenons sur le sujet principal de Bubblegum Shoe. J'ai bien aimé ma lecture. J'ai bien aimé ma lecture de nombreuses informations qui sont utiles pour le maître de jeu, en fait, pour créer des mystères qui vont vraiment intéresser et concerner des personnages adolescents. Encore une fois, justement, parce que ce style de jeu-là, ce thème-là, peut-être vient moins me chercher parce que je suis moins habitué, alors qu'il n'y a pas de surnaturel ou d'horreur ou vraiment de... Ben, en fait, il peut y avoir l'horreur humaine et réaliste, mais il n'y a pas de paranormal, rien qui va au-delà du possible. Ça a été pour moi une belle découverte, justement, de lire les différents outils et les différentes astuces qui sont offertes tout le long de l'ouvrage, parce que ça nous permet vraiment de nous donner une bonne idée des différentes façons et des différentes méthodes à employer pour concevoir un mystère pour des ados réalistes. Et là, je réfléchissais, et là, c'est très québécois comme référence, même si en même temps, il y a un petit côté français dans la référence culturelle, mais ça m'a fait penser à, pour ceux et celles qui connaissent, aux Intrépides. Tu as besoin d'aide quand ton ciel devient gris. Allume la radio, c'est parti. Les Intrépides, c'est une série qui jouait quand j'étais enfant et que j'écoutais avec avidité et dans lesquelles deux jeunes enquêteurs en herbe résolvaient on va dire des énigmes et des mystères qui étaient souvent... parfois un peu dangereuses, mais sans nécessairement aller dans le trop trash. Là, c'était vraiment pas trop terrible, mais il y avait
quelques risques et quelques dangers. Et là, je m'imagine une partie de Bubble Gumshoe à la sauce Les Intrépides. Et je trouvais ça cool. Il y avait un petit quelque chose qui venait me chercher. Un petit quelque chose un peu cliché. Un peu. Justement, je pense que le fait de jouer sur le cliché des jeunes ados, ça permet pour des gens comme moi qui sont bien avancés dans la vie, de pouvoir se mettre dans les souliers de ces jeunes-là, de faire des références culturelles de ces années-là. C'est intéressant. Bubble Gumshoe se caractérise quand même par sa simplicité, c'est une rapidité dans sa prise en main, c'est vraiment pas compliqué comme jeu, c'est comme je l'ai mentionné, système D6 avec des compétences et une résolution d'intrigue et de mystère qui va avec une réserve de points que vous allez pouvoir utiliser. Pas besoin de passer des heures à expliquer le système de jeu, c'est instinctif et c'est didactique. Et pour vrai, je suis satisfait, je vais prendre le temps de faire une vidéo vraiment sur le jeu complet, parce que c'est quand même un gros ouvrage, puis il y a beaucoup d'autres choses qui ont été traduites par Aux Portes de l'Imaginaire. Ils ont vraiment pris le temps en fait d'investir dans des suppléments qui sont spécifiques à la version française, qui ne sont pas pour la version anglaise, et j'avais le goût de vouloir un peu plus explorer ça, sans nécessairement dire je ne pense pas me partir une campagne de Bubble Gumshoe sur la chaîne, mais quand même, je trouve ça intéressant d'avoir la possibilité d'approfondir mes réflexions, mes connaissances sur le système Gumshoe via un autre jeu qui est maintenant disponible en la langue de Molière. Donc, je vais mettre les liens, bien entendu, comme tous les jeux que je présente dans cette vidéo, les liens menant aux différents jeux ou références ou, on va dire, réseaux sociaux des personnes concernées vont être disponibles dans la description de cette vidéo. Numéro 3, Ex Inferis pour Liminal Horror. Je l'ai ici dans les mains. Petit module très complet, mais très compact aussi, pour Horreur Liminal. Je voulais en parler pour deux raisons. Un, parce que c'est vraiment bon, déjà. Pour vrai, c'est un super module. Mais aussi de deux, parce que ça a gagné le prix pour le Game Jam. Il y a eu récemment un Game Jam en anglais pour Horreur Liminal. Et il y avait un concours en soi qui était lancé pour mettre de l'avant un produit qui n'était pas encore disponible en version physique. Et c'est celui-ci qui a gagné. Donc maintenant, Ex Inferis existe en version physique parce qu'il a bien plu à tout le monde. Et je comprends pourquoi. Et je vais vous faire la petite introduction, vraiment le petit synopsis. Un navire perdu. Quelque chose de maléfique est remonté des profondeurs. Le mal est monté à bord de l'Ex Inferis. Là où nous allons, nous n'aurons pas besoin de yeux pour voir. Belle référence à Event Horizon, soit dit en passant. Ex Inferis, c'est une aventure d'horreur moderne qui est adaptée pour horreur liminale, bien que vous pouvez vraiment le twister à ce que vous voulez. Vous pouvez le modifier comme bon vous semble à un autre système de jeu. Vous pourriez le faire avec l'Appel de Cthulhu, vous pourriez le faire avec Chill ou même Cult, je suis pas mal sûr. Ça peut être adapté au système d'horreur de votre choix. C'est une aventure complète de 20 pages, avec une carte de navire à l'intérieur. À l'intérieur, oui, il y a vraiment la carte du navire et ses différents niveaux qui sont présentés. Il y a une table de chute personnalisée qui est très cool, adaptée pour le module également. Ex Inferis a été écrit comme un Event Horizon sur un bateau, mais ça s'inspire aussi plus largement des traditions des histoires de navires de fantômes, un navire hanté qui dérive dans des eaux isolées découvertes par un équipage sans méfiance. Un élément que je trouve vraiment intéressant dans ce petit module-là, c'est que oui, c'est un petit huis clos bien précis, bien complet, avec lequel on peut faire beaucoup. Mais c'est aussi le fait, tout simplement, qu'on a une ambiance qui est très maritime, mais qu'on n'est pas non plus dans l'Appel de Cthulhu. On n'est pas non plus dans les grands anciens, les profonds, bref, toutes les petites créatures qui vivent dans le fond de l'eau, alors que parfois, on a l'habitude de voir des aventures cthulhuesques, ça va beaucoup se dérouler justement dans un contexte maritime, et là, on n'est vraiment pas là-dedans. On est vraiment plus dans autre chose, que je ne vais pas trop vous en dévoiler parce que je pense que je vais l'animer sur la chaîne. Mais si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo, bien entendu. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, il y a beaucoup de tables, moi j'aime ça, beaucoup de tables, et le tout est décrit, très simplement, là. C'est plus une mise en contexte de la situation et la résolution, en fait, de l'intrigue et du mystère et de l'horreur est vraiment à la portée de main des personnages, à la portée de main des joueurs et des joueuses. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ils ont toutes les clés en main, ils ont toutes les pièces à découvrir, tous les outils à pouvoir dénicher, à pouvoir utiliser contre le danger qui se trame dans le fond du Ex Inferis. Donc pour vrai, très cool module pour Horreur Liminal. Et
peut-être bientôt sur la chaîne, qui sait. Numéro 2 pour mes découvertes du mois de novembre 2024, il s'agit de Slate and Chalcedony pour Troika. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Troika. Mais cette aventure-là m'avait fait de l'œil parce qu'elle était un peu plus grosse que ce qu'on est habitué et elle abordait des sujets et des thèmes qui je trouvais intéressants, mais qui ne partaient pas trop dans le multivers de Troika. Et je voulais jeter un coup d'œil, je voulais voir un peu. Et aussi, ça utilise la nouvelle mise en page des ouvrages de Troika que j'apprécie bien, qu'on a pu voir aussi dans Fever Swamp, pour celles et ceux qui connaissent. C'est une aventure assez grosse pour une aventure de Troika, comme je l'ai dit. Je vais vous faire la petite prémisse, le petit résumé. Un jour, il n'y a pas si longtemps, 2 tours sont apparues de nulle part. Maintenant, elles trônent au centre d'un cercle croissant de dévastation où rien ne vit et rien ne pousse. Les rivières se sont empoisonnées, les oiseaux ne volent plus au-dessus, et chaque jour, la lente agonie s'intensifie. Des armées ont été envoyées autour de Schiste et de Chalcédonie pour les renverser et aucune n'est revenue. Bientôt, le monde entier sera un désert noirci. Vous êtes notre dernier espoir. Et voilà. Dans cette aventure, vous envoyez en fait vos personnages enquêter sur les tours jumelles et tordues de 2 magiciens. 2 magiciens. Il y a bien sûr Slate et Chalcedony. Et votre objectif est de découvrir les secrets cachés dans près de 70 pièces étranges et inquiétantes et sauver le monde d'une mort lente et étouffante. Donc, on est dans une forme d'un peu de dungeon crawl vers le haut, dans laquelle vous devez explorer et découvrir les mystères entourant 2 tours qui sont une en face de l'autre et qui sont en quelque sorte un peu en compétition. 2 magiciens qui sont en compétition et qui sont à la tête de chacune des tours avec des nouveaux sorts pour Troika. Il y a des personnages non-joueurs qui sont vraiment bizarres et qui se sont enfoncés trop loin dans un excès arcanique. Vous devez vaincre en fait le dangereux donjon vertical rempli de périls. Faites la connaissance de Urmain le cochon. Rencontrez non pas un mais bien 2 seigneurs des ténèbres de proportions apocalyptiques et vraiment tenter de vous arrêter une menace transdimensionnelle qui pourrait absolument détruire toute âme qui vive. C'est vraiment bon. Pour vrai. C'est vraiment bon. C'est original. C'est flyé. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est venu me chercher? Comme je l'ai mentionné, il y a un petit côté qui est très classique. Ça reste comme une forme de dungeon crawl où est-ce qu'on doit découvrir un peu vers où s'enligner, quoi faire, comment s'enfoncer dans une zone qu'on connaît pas, à la classique, avoir le voleur en avant, le magicien derrière avec le guerrier, tout ça. Mais ça demeure qu'on est dans une saveur Troika over the top. C'est vraiment étrange, c'est particulier, des créatures qui n'ont aucun esti de bon sens. Là. En particulier, j'essaie d'ouvrir, là, je cherche depuis tantôt. Là. Il y a une place, il y a un babouin, pas un babouin, mais un orang-outan avec une hallebarde dans les mains, puis il manie comme il n'y a pas de bon sens, comme ça n'a pas de maudit bon sens. Ah, je l'ai ici, l'orang-outan, si jamais vous voyez que le visuel, là, c'est un espèce d'orang-outan avec 2 haches qui est en train de percer le front d'un bonhomme. Ça pourrait faire une très belle aventure pour DCC quand j'y pense. C'est le genre d'aventure que je ferais animer avec DCC. Pas que j'aime pas le système de Troika, il est bien. Je le trouve très simple, par contre. Peut-être un peu trop simple pour moi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça en demeure pas moins que les aventures pour Troika, les aventures officielles de Melsonian Art Council, c'est toujours des valeurs sûres à mes yeux. Et celle-ci, je trouvais que j'en avais pas entendu beaucoup parler, alors que je considérais qu'elle en valait vraiment la peine, du moins à ma lecture. Tout est en couleur, super beau, avec une belle teinte de rouge, le fond blanc, un peu crème, avec des illustrations qui vont vraiment dans tous les sens, et de l'horreur, là, de l'horreur corporelle, qui, comme il ne s'en fait que très peu dans le monde du jeu de rôle. Donc, 2 tours à découvrir. Il paraît que c'est très long à faire. Je l'ai pas encore animé parce que j'ai pas le temps, maudite merde. Mais il semblerait que c'est très 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 long à animer, à passer au travers des 2 tours. Et je me dis qu'un jour peut-être qu'un jour je m'y pencherai. J'aimerais ça. Je sais pas avec quel système de jeu je le ferais. Ah mon Dieu, je viens d'avoir une idée vraiment, vraiment cool qui vient de me passer par la tête, mais je ne vous en dirai pas plus. Et je pense que je vais trouver une solution à pouvoir le faire éventuellement. Donc oui,
Slate and Chalcedony, une très très belle aventure, un beau dungeon crawl pour Troika, mais qui pourrait aisément se faire avec un autre système de jeu selon votre bon plaisir. Et finalement, mon numéro 1 pour mes découvertes de novembre 2024, il s'agit d'un jeu francophone que je n'ai pas encore en main, qui n'existe pas en version physique, que j'ai découvert un peu sur le tard de mon mois de novembre, mais je voulais vraiment prendre le temps d'en parler dans cette vidéo, bien que je ne vais pas trop m'attarder. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, mais j'avais aussi le goût de faire une vidéo dédiée pour le jeu en soi, parce que c'est un jeu indépendant, francophone, qui, je trouve, mériterait un peu plus de publicité, qui mériterait un peu plus de lumière dessus. Ça a été fait par M. Robert Carmona, avec qui j'ai déjà eu affaire par le passé, qui avait illustré pour une de mes aventures, mais je ne connaissais pas non plus sa plume en tant qu'auteur. Maintenant, je la connais un peu mieux. Et Les Sentiers du demi-jour, ça m'a vraiment paru comme un jeu très personnel, que Robert a écrit, qui a illustré, un univers personnalisé par lui, avec un système de jeu OSR, old school, vraiment à la Black Sword Hack, à la Cairn, vraiment quelque chose de très dévin, avec un roll under tiré en dessous d'un seuil de réussite qui est défini par les caractéristiques des personnages, et mais avec justement une mise en contexte qui va au-delà, ou du moins vraiment ailleurs de ce qu'on est habitué. Excite les gobelins, excite les elfes, pas de gnomes, on est dans tout autre chose. Je vais vous faire la petite prémisse, qui est quand même une bonne prémisse. Il s'agit de « Bonjour et bienvenue sur les sentiers du demi-jour ». Le demi-jour débute sur l'hypothèse que l'Atlantide ne s'est pas abîmé dans l'océan, mais qu'il a été téléporté sur un monde parallèle où les humains n'ont pas évolué depuis l'époque des Lémuriens et où d'autres civilisations humanoïdes ont vu le jour avec des principes de vie bien différents. Cette planète possède 5 satellites qui provoquent des éclipses solaires de manière régulière et fréquente, impactant le comportement des habitants. Les peuples vivant sur le demi-jour ont su évoluer sans l'agriculture et vivent en commerçant leurs compétences mutuelles. Leur niveau technologique est proche de celui que nous avons sur Terre juste avant la Renaissance. Ils possèdent une source d'énergie exotique qui alimente leur mécanique et qu'ils nomment la lumière liquide. Cette matière luminescente, dont l'origine n'est connue que d'une partie de la population, est enfermée dans des billes et sert aussi de monnaie d'échange. C'est un monde qui est manichéen et lumineux. Ce n'est pas un univers post-apocalyptique ou post-catastrophe. Bien au contraire, le temps des hécatombes est un lointain souvenir et sert de leçon aux peuples qui y vivent. La paix est installée et la paix doit durer. C'est donc un monde avec des règles strictes quant au respect de la vie que nous allons découvrir. Ces peuples ne sont fondamentalement ni bons ni mauvais, il y a seulement des individus avec des desseins malveillants. Dans le jeu, les joueurs vont incarner des membres du corps des gardiens. C'est une ligue qui a été fondée conséquemment à une guerre terrible qui a été appelée l'année du carnage. C'est une organisation paramilitaire, en quelque sorte, indépendante et fondée avec l'accord de tous les peuples du demi-jour pour maintenir la paix et la sécurité des populations sur tout le territoire. Elle est détachée de toute autorité locale et ne répond que devant le Conseil des peuples, un gouvernement au-dessus de tous les autres, formé par des représentants de chaque peuple. Donc c'est vraiment protéger les frontières, lutter contre les organisations violentes, mais aussi enquêter sur des crimes, démanteler des trafics. Bref, une certaine forme d'ONU, une certaine forme des Nations Unies dans un univers assez surréaliste, où il n'y a pas de magie ni de religion. Et ça c'est vraiment de prime abord expliqué dans le livre. Il n'y a pas de croyance en soi tournée vers des dieux, mais pas non plus une manipulation arcanique ou quelconque. Les créatures, les peuples et tout ça vont utiliser les outils qu'ils ont en main, la technologie qu'ils ont développée pour pouvoir mener à bien leurs desseins, mener à bien leurs objectifs. Et je pensais tomber sur un petit jeu. Tu sais, je pensais tomber sur un petit ouvrage qui allait se lire d'un claquement de doigts. Et déjà, de prime abord, j'étais avec la prémisse. Je me disais, oh, OK, il doit y avoir quand même un certain contenu. Et là, en ouvrant le PDF du livre de base, je tombe sur environ un peu plus de 160 pages à lire. Et j'ai passé comme une bonne partie déjà du livre. J'ai eu le temps de le lire beaucoup. Ça se lit très bien parce qu'il y a beaucoup d'illustrations faites par Robert lui-même, qui sont de toute beauté, en noir et blanc. Et je pense que ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la personnalisation en fait des peuples. Parce que les peuples sont très importants dans le jeu. C'est vraiment l'essence du demi-jour. Quand vous choisissez un peuple, vous choisissez une manière de penser, de vivre, de combattre. C'est votre peuple d'origine qui définit votre rôle au sein de la confrérie des vigiles, l'espèce de regroupement dans lequel vous êtes membre. Je pense que les peuples, c'est ce que j'ai le plus apprécié de ma lecture jusqu'à présent, parce que je les ai trouvés très originales,
sans pour autant me sentir submergé par un flot incessant d'informations que je dois absolument assimiler pour bien comprendre le concept d'un peuple. Chaque peuple est présenté de la même manière. La localisation où est-ce qu'il se trouve dans le monde du demi-jour, son apparence, sa mentalité, ses vêtements, quelques petits détails intéressants, sa politique, sa forme d'art. Et on a des référents culturels qu'on comprend bien, mais aussi également un certain sentiment de nouveauté qui vient, alors que le tout est soutenu par les illustrations de Robert. Alors, il a vraiment pu mettre en scène ce qu'il avait vraiment en tête en matière de peuple. Donc, on a vraiment le support visuel avec l'écrit. Il y a les Atlantes, qui sont en quelque sorte les êtres humains. Il y a les Grisounes, qui sont des espèces de... Ils ont une forme d'humain, mais ils ont un visage un peu moins défini. Un visage comme presque avec moins de traits, deux petits points, avec une petite bouche, puis un petit nez qui est presque un peu animal. Il y a les Hawks, qui ressemblent à des espèces de loups. Il y a des Chocs, qui ressemblent aussi à une forme d'animal, des chiens presque, qui vivent plus dans un territoire gelé. Il y a les Santanas, qui sont un peuple nommable qui ressemble plus à des chats, des espèces d'hommes-chats. On voit qu'il y a quand même beaucoup de références en lien avec les animaux anthropomorphiques. Mais il y a aussi les Tamtas, qui sont des espèces de créatures un peu, je dirais, presque en lien plus avec les éléments, avec une forme un peu moins définie. Et il y a je pense que c'est mes préférés, les Zemux, qui sont des tout petits bonhommes, qui ont l'air d'être constitués en forme d'eau et qui ont des petits... on va dire des petits talents plus pour l'espionnage, puis l'enquête, des choses comme ça, tu sais, disparaître, puis être tout petit, être subtil. Bref, pour l'instant, le cadre de jeu me plaît bien. Je dois lire justement la géographie du demi-jour avec un peu les différences entre les différentes sections du monde et qu'est-ce qu'on peut y trouver, la faune, les animaux de compagnie, on va dire les créatures présentes, le danger, tout ça. Il y a du stock. T'sais, Robert a tout publié ça en plus de 160 pages avec des notes, des conseils pour le maître de jeu, des tables pour lancer des dons de personnages en joueurs. C'est un univers à lui qu'il a conçu, que je crois qu'il doit mettre en scène dans ses propres parties, dans ses parties privées, mais qu'il a décidé de vouloir offrir aux gens, et c'est gratuit. Donc, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'aller découvrir ça. Ça vaut la peine de le lire. Ça se lit vraiment bien. Mais il y a beaucoup de stock, justement. Donc, je vais y revenir dessus dans une autre vidéo, mais je souhaitais vraiment prendre le temps de faire une petite introduction sur le Sentier du demi-jour, parce que ça a été une belle découverte de vraiment la fin de mon mois de novembre. Et ça conclut un peu mes présentations de mes lectures pour le mois de novembre. Mais avant de conclure, je vais seulement mentionner un peu les financements participatifs qui sont en cours présentement. Au moment où cette vidéo-là va sortir, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas sûr de la date précise du moment où cette vidéo va sortir, enfin, je vais essayer d'y aller avec des projets qui sont sécuritaires dans le temps, qui ont encore beaucoup de jours devant eux. Il y a bien entendu Delta Green, publié chez Aquileos. Si vous aimez un peu la sauce enquête, conspiration 2000 avec les nouvelles technologies, puis le mythe de Cthulhu en parallèle avec des aventures absolument tout cassées, quelque chose de très réaliste, moderne, jetez un coup d'œil à ça. Il y a Shiver qui est encore en financement, un financement prolongé pour atteindre le seuil de financement chez Arcane Asylum Publishing. Shiver qui est un jeu très cool que j'ai déjà aussi présenté dans une autre vidéo dans laquelle c'est un peu une boîte à outils pour faire de l'horreur à la sauce qu'on le veut bien, mais c'est très bourrin, c'est très slasher, film de série B, avec des personnages qui représentent des archétypes très classiques, mais qu'on peut personnaliser comme on le désire. Je trouverais ça dommage que ça n'atteigne pas son seuil de financement parce que c'est vraiment très cool. Et ça vaut la peine de prendre... en fait, ça vaut la peine de découvrir et d'expérimenter Shiver avec ses dés particuliers, des symboles assez unique et disons sa mécanique de jeu qui va justement utiliser un set de dés, un ensemble de dés original, mais pour autant ça ne va pas non plus vous casser la tête. Vous n'allez pas trouver ça trop complexe, ça se comprend très bien. Il y a Arceus Adventure que j'ai déjà aussi présenté dans une autre vidéo à 2 reprises. J'en ai parlé maintenant à 2 reprises dans deux autres vidéos découvertes et qui a relancé en fait sa campagne de financement parce que la dernière n'avait pas assez levé. Il y avait eu des réflexions personnelles sur la méthode de faire et la méthode, on veut dire, de présenter le tout, mais aussi les mécaniques et tout ça. Et ils ont décidé de relancer en fait l'ensemble du projet afin de titiller l'intérêt, mais aussi également de proposer des alternatives pour le paiement et une offre un peu plus intéressante pour les gens qui ont un budget peut-être un peu plus serré.
Et là, cette fois-ci, c'est financé et c'est encore en cours. Allez voir, il y a des nouvelles contreparties, des nouvelles possibilités qui sont offertes pour les gens qui voudraient peut-être investir à un moins haut niveau. Et finalement également aussi, c'est le Mothership Month. En novembre, je ne le savais même pas, je l'ai comme découvert un peu sur le tard. C'est le Mothership Month, dans le sens que c'est le mois de Mothership qui va être traduit en français chez Arcane Asylum Publishing. Et il y a plein de suppléments vraiment cool qui sont en financement jusqu'au 10 décembre 2024. Donc au moment où cette vidéo-là va sortir, ça va être encore en cours. Fait que vous allez pouvoir aller y participer si ça vous intéresse. Il y a un supplément officiel fait par Tuesday Night Games qui s'appelle The Wage of War, je crois, il me semble. Et c'est vraiment plus tourné vers les bounty hunters, les mercenaires de l'espace, c'est concevoir votre équipe de mercenaires pour aller accomplir des missions. Il y a un supplément qui c'est une aventure faite par Joel Hines, qui est un de mes auteurs préférés en anglais, qui est vraiment plus une intrigue, une enquête, presque un peu police urbaine dans un monde corporatif. Il y a une autre aventure d'horreur qui se déroule sur une planète désertique, inspirée par Indiana Jones, avec puis un peu aussi le roi Scorpion, on dirait, c'est bizarre, mais ça a l'air vraiment, vraiment cool. Il y a des générateurs pour créer des gangs de rue, il y a une aventure avec des espèces de robots chiens démoniaques. Ça va un peu aussi dans le petit humoristique. Bref, un peu la beauté de Mothership, c'est que c'est personnalisable comme vous le souhaitez, et c'est ce que propose tous ces financements qui sont en cours encore en ce moment. Bien entendu, comme tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, c'est disponible dans la description. Ça fait pas mal de tour aujourd'hui. Ça a été quand même beau. On a brossé un bon portrait de mes lectures du mois de novembre. J'espère que vous avez eu des bonnes lectures de votre côté. Je suis curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez découvert, est-ce qu'il y a des éléments qui ont attiré votre attention, est-ce qu'il y a des jeux qui ont vraiment titillé votre intérêt durant ces dernières semaines. Dites-moi tout, je prends le temps de vous lire, je prends le temps de vous répondre, et pour les autres, on se dit à la prochaine.